Manon Aubry, bonjour. Je disais à l'instant, il y a un an, Emmanuel Macron était réélu président de la République. Si vous deviez résumer cette première année en un mot, ce serait lequel? Bonne question. Je dirais la brutalité. À la fois sociale, nous faire travailler 2 ans de plus au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, la brutalité démocratique. Avec le 49-3, ouais, je crois que la brutalité résume bien, mais peut-être qu'on est à l'aune du crépuscule de l'ère Macron. Vous parlez de brutalité. Dans Le Parisien, Emmanuel Macron, il concède que le gouvernement n'a pas réussi à expliquer pourquoi la réforme était nécessaire, la réforme des retraites. Il dit qu'il aurait dû s'impliquer davantage. Est-ce que, de votre point de vue, ça aurait facilité les choses si le président s'était impliqué davantage? Je crois que, mine de rien, il était quand même très présent. Et d'ailleurs, il suffit de voir, les Français l'ont bien compris, dans les manifestations, la colère contre la réforme des retraites et aussi une colère très forte contre Emmanuel Macron. À un tel point que sa cote de détestation, et c'est le mot qu'on peut employer, n'a jamais été aussi forte, y compris durant l'épisode des Gilets jaunes. 26%, elle reste au-dessus de l'épisode, effectivement, des Gilets jaunes en 2018. On a 75% des gens qui désapprouvent Emmanuel Macron. Mais on a près de 50%, 47% des gens qui sont très mécontents. Et c'est ce niveau de détestation d'Emmanuel Macron qui dit quelque chose aujourd'hui de la cristallisation. Et finalement, sa première année de ce nouveau mandat, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour beaucoup de gens peut-être qui nous regardent, ont paru comme une éternité. Et en un an de mandat, il s'est passé déjà beaucoup trop de choses à un tel point que je pense que le compte à rebours est déjà lancé et que l'ère Macron est en train déjà de se terminer. Emmanuel Macron, pourtant, il a décidé de se frotter à nouveau aux Français. Alors, c'est rugueux, mais on ne peut pas dire qu'il est bunkérisé à l'Élysée, on ne peut pas dire que ça manque de courage, le fait d'aller voir les Français, d'écouter leur colère. Oui, de venir en hélico, avec protégé de centaines de forces de l'ordre, qui interdisent aux gens véritablement de s'approcher de lui, qui ne peuvent pas avoir des casseroles. Alors, je sais pas, moi j'invite les gens à prendre... Il veut dialoguer. Alors c'est vrai que dialoguer avec des casseroles, c'est pas toujours évident. Il vaut mieux discuter. En démocratie, quand on dialogue, c'est par exemple avec les représentations syndicales. Qu'il a invité à l'Élysée. Qu'il a invité une fois que la réforme était bouclée. C'était facile. Si je vous dis, ici à France Info, je vais baisser votre salaire de 500 €, mais... évidemment, ça va, j'espère, créer un tollé ici à France Info. Et une fois que la réforme est mise en œuvre, mais venez, je vais discuter avec vous. Vous voyez cette conception du dialogue une fois que les choses sont faites. C'est ça qui met en colère les gens. Alors, pour l'anniversaire d'Emmanuel Macron, moi, j'invite tout le monde ce soir à venir souffler sa bougie à l'aide de casseroles ou tout autre dispositif sonore portatif, comme la préfecture de l'Hérault l'a interdit. Ça marche aussi bien avec des poêles, des moules à gâteaux, je sais pas, hein, les plats au four. Bref, tout ça, ça marche pour faire du bruit. Emmanuel Macron, je le dis, ne pourra plus mettre un pied dehors sans cristalliser cette colère. Les 100 jours d'apaisement, vous y croyez pas du tout? Franchement, c'est un compte à rebours du déni. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vient de faire 1 an de mandat. J'ai calculé avant de venir ce matin. Il reste 1460 jours d'ici la fin du mandat. Est-ce que vous voyez vraiment le mandat pouvoir se terminer dans ces conditions où on a le président de la République qui, à chaque fois qui se déplace, provoque une telle colère, débarque en hélico ou fait en sorte qu'il se coupe littéralement de la population française. Donc je pense que ce n'est plus possible. On ne peut pas durer pendant cette période-là. Il pourra aussi dire qu'un an de réélection, 1 an de mandat, et qu'il a promulgué une réforme des retraites, qu'il a coché une de ses promesses de campagne. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix d'une colère sociale qui n'a jamais été aussi forte dans le pays, au prix d'une rupture totale avec les organisations syndicales de notre pays. On nous a dit pendant des mois que l'intersyndicale allait céder. Elle est toujours forte, unie contre la réforme des retraites. Mais vous devez admettre votre défaite les traces sur ce terrain-là. Moi, je n'admets pas ma défaite. Je pense que tôt ou tard, Macron va capituler. Vous savez, j'ai commencé ma mobilisation sociale en 2006 contre le contrat première embauche. Et la loi a été retirée même après qu'elle a été promulguée. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, d'abord on a les casserolades ce soir, le 1er mai qui va être un 1er mai historique, et j'invite tout le monde à venir en famille, à défiler le plus nombreux et le plus nombreux possible. Ce sera une loi pour abroger à l'Assemblée nationale, ce sera des outils avec les amendements, ce sera peut-être un référendum d'initiative partagée. Vous voyez, tôt ou tard, Macron va perdre
parce qu'il n'a pas la majorité dans le pays pour cette réforme des retraites. Est-ce que François Ruffin peut être l'avenir des Insoumis? C'est ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon dans son blog. Or, on sait que Jean-Luc Mélenchon, il aspire lui-même à être candidat à la présidentielle en 2027. Pourquoi il fait ça? C'est pas vrai. Il n'aspire pas à être candidat à la présidentielle. Au contraire, il se réjouit du fait que finalement son parcours politique est achevé à partir du moment où il adoube vraiment François Ruffin. J'ai pas dit qu'il adoube. Ou est-ce qu'au contraire, il sème la zizanie en jetant à 4 ans de l'élection un candidat éventuel pour lui-même arriver ensuite comme un rassembleur? À 4 ans de l'élection présidentielle, personne n'est capable de dire la manière dont ça va se dérouler. Par contre, se dire qu'aujourd'hui, on a un autre insoumis qui a un niveau de popularité dans le pays qui est aussi important que celui de Jean-Luc Mélenchon, c'est un point d'appui. À titre personnel, pour vous, François Ruffin, il ferait un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon? Non, il ferait sans doute un aussi bon, avec d'autres qualités et d'autres défauts. Mais moi, je me réjouis du fait qu'on ait un homme qui soit en capacité aujourd'hui d'être candidat à la présidentielle et puis de réinsuffler de l'espoir, parce qu'avec la période sociale qu'on vient d'avoir, se dire qu'il n'y a pas de débouché politique, ce serait ultra déprimant. Donc prenons les choses dans l'ordre. Il y a la mobilisation sociale. Ensuite, il va y avoir les élections sénatoriales, même si je vous l'accorde que ça ne va pas changer la face du pays. Ensuite, il y aura des élections européennes en 2024. Justement, sur ces européennes, le PS, il veut lancer le débat sur la manière dont il va fonctionner pendant ces européennes. Ça, dès septembre. Certains au sein du PS plaident pour une liste commune à gauche, comme ce fut le cas aux dernières législatives. C'est ce que vous souhaitez aussi ? Oui, c'est ce qu'on souhaite, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait de parenthèse qui soit possible avec la NUPES. On a suscité un espoir important. On est aussi au 1 an de la NUPES. On a la possibilité de remporter les élections européennes l'an prochain, de battre le Rassemblement national et de battre les macronistes. Alors, on nous disait au début que c'était impossible. Puis finalement, on entend que des socialistes ouvrent la porte. Les socialistes, mais pas de communistes, pas d'écologistes. C'est pas vrai. Marine Tondelier, la patronne des écolos, c'est pas vrai pour les écologistes. J'ai entendu Julien Bayou sur l'antenne. Oui, mais de la France patronne, Info, c'est Marine Tondelier. Bien sûr, et elle a clairement dit qu'elle est opposée à des listes communes. Vous voyez qu'il y a du débat au sein des formations politiques. Mon but, c'est pas de tordre le bras aux formations politiques, c'est de les convaincre. Mais vous pensez y arriver? Pierre Jouvet a proposé une méthode hier dans le JDD. Moi, j'aimerais la compléter. J'aimerais faire la proposition que d'ici l'été, parce que je pense que ce sera trop tard après, on identifie des points programmatiques, qu'on fasse des conventions programmatiques sur les sujets dont on sait qu'on a besoin de débattre. L'Europe de la défense, la question de l'élargissement, la question des règles budgétaires européennes. Ce sont des exemples concrets. Et si alors on arrive à s'entendre, c'est la bonne méthode, alors il n'y aura pas de raison de ne pas avoir de liste commune et il n'y aura pas de raison de continuer à désespérer le peuple de gauche qui, je crois, attend... Des socialistes pro-européens versus ou avec des insoumis... Mais vous voyez, vous commencez déjà à caricaturer le débat. Qu'est-ce qui fait de moi, Manon Aubry, une anti-européenne? Je vous le dis, comme ça enlève un verrou tout de suite. Nous ne sommes pas pour la sortie de l'Union européenne. Le Parti socialiste ne l'est pas non plus. Voilà, commençons à travailler. Mais nous sommes évidemment pour réformer les règles budgétaires, les 3% de déficit qui font que Emmanuel Macron nous a annoncé une perspective de réduction des déficits et de coupe dans les services publics qui est insupportable. Voilà un point concret sur lequel nous voulons nous accorder. Emmanuel Macron parle de l'inflation sans rien faire. Eh bien, nous disons que le marché de l'électricité européen est responsable et que c'est une des pistes que nous devons explorer. Bref, on a matière à s'entendre. Je le dis aux écologistes, aux socialistes et aux communistes. Retrouvons-nous d'ici l'été et voyons s'il y a un chemin commun pour l'an prochain.